Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir, on est dimanche 24 septembre à 18h et comme chaque dimanche soir, c'est le talk de Minerva. Ce soir, du coup, on est en présence de moi-même, animatrice, du coup je m'appelle Anaïs, et de Adrien, pour qui c'est le deuxième talk, il me semble. Salut Adrien, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, je suis très contente de te revoir parce qu'on s'est vu hier en manif, à la manifestation, à la marche de Paris pour la marche de la justice contre les violences policières et le racisme. T'étais à la marche de Paris, toi aussi, Adrien. D'ailleurs, on peut te voir dans un réel publié par Nos Révolutions, expliquer pourquoi tu y étais. Donc je vais montrer le réel dans quelques instants, mais peut-être que déjà tu peux nous dire un peu ce que tu en as pensé, quelle était l'ambiance de la marche. Alors moi, j'étais à la fin de la manifestation, en fin de cortège, et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance, euh, que c'était une marche sympathique, familiale, pleine de revendications. Euh, Moi, j'ai trouvé que c'était une super marche. Après, je peux être un peu déçu quand même de la mobilisation parce que les chiffres ne sont pas fous, il n'y avait pas énormément de monde. Et on aurait peut-être aimé une rentrée sociale un peu plus un peu plus nombreuses et puis de pouvoir avoir un vrai beau rassemblement contre les violences policières. Tout à fait, c'est exactement une un des éléments que tu soulèves dans le reel du coup que tu as fait pour Nos Révolutions, que je vais lancer pour nos viewers. J'espère que vous allez entendre. C'est un peu un crash test pour moi, j'avoue, c'est la première fois que je stream. Enfin, c'est la deuxième, mais la première fois, c'était un peu compliqué. C'est la première fois que je stream avec succès pour l'instant un live. D'ailleurs, il y a Shura qui dit qu'on t'entend pas très bien, Adrien. Donc, je sais pas si c'est un problème. Enfin, si on t'entend suffisamment ou si c'est vraiment on a du mal à t'écouter. Mais du coup, je vais lancer la vidéo pour qu'on puisse au moins te lire, Je suis là en parce que c'est espérant que ça. important aujourd'hui de venir marcher pour les libertés publiques, contre les violences policières et contre le racisme systémique. Et c'est une très belle mobilisation de cette marche des libertés qui réunit la gauche, une grande partie de la gauche, pour dire qu'un autre modèle est possible et surtout il faut arrêter la dérive illibérale qui est aujourd'hui en place et qui nous conduit à réduire nos libertés publiques et nos libertés fondamentales. Voilà, du coup, je sais pas, je pense pas qu'on t'a entendu, mais au moins on pouvait lire le texte. Salut, catastrophe. On pouvait lire le texte et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus en détail ce que tu voulais dire dans ce reel qui a été publié sur les réseaux sociaux de Nos Révolutions. Du coup, quand tu parles de dérive illibérale, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu entends par ça? Moi, j'y mets plusieurs choses. J'y mets d'abord le mépris du Parlement. Euh, alors, on l'a vu pendant la réforme des retraites, mais on le voit aussi notamment avec les, les réunions de Saint-Denis et autour des partis politiques et d'Emmanuel Macron, qu'il y a une volonté du gouvernement de passer par au-dessus la représentation parlementaire. On est en journée électorale du Sénat et on voit bien que se couper de la force parlementaire, c'est une tentation du gouvernement à travers les 49.3, à travers la réduction du débat démocratique dans le pays. Et je pense que ça, c'est d'abord c'est le premier signe d'une dérive libérale. La deuxième, c'est la criminalisation du mouvement social. C'est pas pour rien que la CGT, que la FSU ont appelé à manifester hier, parce qu'on est dans un moment où énormément de syndicalistes sont convoqués suite au mouvement contre la réforme des retraites. Le plus emblématique d'entre eux, c'est peut-être Sébastien Ménesplier, la CGT Énergie, qui a été convoqué après les coupures ciblées d'électricité. Donc cette criminalisation-là, elle est une dérive libérale qui refuse la contestation dans la rue. Elle est aussi la chasse aux migrants dans nos rues. Moi j'habite dans le 19e arrondissement et il y a un vrai harcèlement policier autour des campements de migrants et ça c'est des choses qui sont insupportables et qui font partie de la dérive libérale. Et enfin, pour citer encore un exemple très récent, il y a
l'intimidation de la presse et la réduction de sa liberté. Je pense à Ariane Lavrieux, qui a passé 40 heures en garde à vue cette semaine pour aller, c'est une forme d'intimidation, demandant de révéler certaines de ses sources. Moi, je mets tout ça derrière la dérive libérale et je pense que cette mobilisation, elle était importante parce qu'elle permet de pointer ces sujets. Et elle permet aussi de pointer la question des violences policières et de faire le lien entre les quartiers populaires et le mouvement social, qui subissent tous les deux, de la même façon, une forme de durcissement de la réponse de l'État aux contestations. Et du coup, quand tu dis qu'un autre modèle est possible, tu penses qu'il faudrait faire quoi pour en finir avec ces violences? Alors, déjà, attends, dans le chat, on me dit qu'on m'entend pas Ouais, bien. bah en fait, j'essaie de comprendre depuis tout à l'heure, j'essaie de bidouiller, mais vous pouvez spécifier le chat, est-ce qu'on l'entend de manière très sourde? Est-ce qu'on l'entend de très loin? Euh, c'est quoi exactement le problème? Non, mais tu me posais la question sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mm. D'abord, moi, je crois que c'est quand même un moyen de rassembler la gauche, ces questions de liberté publique. Si on, si on arrête de les considérer simplement comme des revendications de certains groupes et qu'on les globalise, euh, c'est un bon moyen de faire du commun, notamment entre le mouvement social, les quartiers populaires, mais aussi toute une partie de la France plus périphérique, on va dire, qui a vécu les violences policières au moment des Gilets jaunes. Passer cela, moi, je pense d'abord, il faut créer des mots d'ordre. Et aux États-Unis, il y a un mot d'ordre de la gauche qui est defund the police, c'est-à-dire qu'il faut baisser le niveau d'investissement dans la police pour les mettre ailleurs et mettre l'argent sur d'autres politiques que les politiques publiquement sécuritaires. Je pense qu'il faut revoir totalement le logiciel policier. C'est un peu provocateur d'avoir appelé ça All Cops Are Beautiful ce soir, mais remettre la police dans un autre rôle, c'est possible et c'est souhaitable pour tout le monde. Ça passe par l'abrogation de la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer. Ça passe par l'interdiction du passage du plaquage ventral, par peut-être la dissolution de la BAC, pour revenir à une police républicaine qui mène des missions de recréation d'une forme de lien social et de tranquillisation de la société. Et ça, je pense que c'est possible. Et ça, tu penses que c'est possible avec Darmanin, Macron au gouvernement? Ah ben non, si ils ont un logiciel qui est le même que celui de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui est une police d'intervention, une police du chiffre, et il faut sortir de cette logique-là. Et comment t'expliques, toi, que du coup, depuis juin, depuis les émeutes qui ont eu lieu après le meurtre de Naël, il n'y a jamais eu de Darmanin démission, Macron démission, alors que voilà, on sait que si on veut changer, déjà c'est eux qui sont responsables dans cette situation, et si on veut changer la police, si on veut la réformer de fond en comble, ça peut passer que par le fait de leur prendre des mains les manettes, quoi. Du coup, comment t'expliques le fait que ça n'a pas du tout été un mot d'ordre partagé, quoi. On n'a pas retenu. Alors moi, j'ai du mal à comprendre que la gauche n'ait pas pris en charge Darmanin démission. Je pense que c'était essentiel d'en faire la cible politique. Parce qu'il est responsable, il est comptable de ce qui se passe dans la police. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été porté collectivement. Ensuite, sur la question de les rendre responsables et de est-ce qu'on peut changer sans eux, moi je ne crois pas qu'on puisse changer sans changer de gouvernement. Enfin, et puis s'il y a eu une telle acceptation, enfin si on a très vite passé à autre chose, c'est que une partie des médias, notamment CNews, toutes
toutes ces choses-là, on fait un véritable travail de ça pour montrer combien les quartiers sont dangereux. La violence, elle était du côté d'abord de celles et ceux qui s'en sont pris au service public. Et je pense qu'il y a une phase de criminalisation de tout ce qui est révolte populaire. Et ça, tant qu'on n'a pas des contre-pouvoirs, tant qu'on n'a pas un discours clair à gauche disant ces gens-là, les gens qui ont cassé, les gens qui se sont levés, ils avaient des choses politiques à dire, même si on condamne une partie de la forme, eh bien on donne le point au gouvernement. D'ailleurs, dans certaines réactions de leaders de la gauche, on pouvait limite avoir l'impression, c'est dans la manière d'appeler au calme et dans la manière voilà, de dénoncer, y compris les violences qui avaient lieu et qui pouvaient, y compris être voilà, très maladroites, ne pas répondre à l'enjeu qui était posé. Mais on pouvait avoir un peu l'impression que finalement les leaders de gauche se comportaient presque comme des gardiens de la 5e République, quoi. Fallait vraiment surtout pas toucher aux institutions, c'est très important de les respecter, etc., etc. Ouais, je crois qu'on est dans une phase où le gouvernement distribue des brevets de bons ou mauvais républicains. Mm. C'est ça depuis le mois de janvier. Ils ont le monopole de qui est ou pas dans l'arc républicain. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ils sont tout à fait capables aujourd'hui de remettre le Front National dans l'arc républicain. Je lisais tout à l'heure que Sacha Houlié disait on s'est trompé en donnant des vice-présidences de l'Assemblée nationale au Rassemblement national. Mais à ce moment-là, ils ont mis le Rassemblement national dans l'arc républicain. Et dans le même temps, il y a eu toute une phase où on a dit la France insoumise, les Verts, une partie du Parti socialiste, une partie des communistes se mettent en dehors de l'arc républicain. Et donc là, il y a quelque chose qui est terrible parce que ces brevets-là de bons ou mauvais républicains, ils créent une réaction au mois de juillet et août où chacun se justifie d'être pleinement dans la République. Et sur de ces sujets-là, comme sur le sujet des migrants ou sur le sujet du soutien au mouvement social, eh bien, la presse a cet argument en disant est-ce que vous condamnez les violences si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas républicain, et donc vous n'avez pas le droit de citer dans le débat public. Ouais, c'est un peu comme si finalement, aujourd'hui, être républicain, c'est pas être républicain au sens philosophique et politique où on l'entend normalement, mais en fait, être républicain, c'est concrètement défendre les intérêts de l'État et des capitalistes, quoi. Et si tu ne défends pas ces intérêts-là, tu n'es pas républicain. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il est de plus en plus facile pour enfin, avec cette définition-là, en tout cas, qu'il est de plus en plus facile pour le Rassemblement national de se faire passer pour républicain, puisque de toute manière, on le sait, le Rassemblement national défend les intérêts de l'État et des capitalistes sans défendre pour autant la République. Et ça qui est... Parce que voilà, la République n'est pas du tout une chose dont est soucieux le Rassemblement national, pas du tout. Et en plus, les macronistes peuvent très bien casser la République, casser un certain nombre d'institutions par les voies légales, mais sans que ça pose de problème à personne. Quand on casse l'école, quand on casse l'hôpital, on s'en prend à la République parce qu'on s'en prend à l'égalité sur le territoire. Mais c'est pas ça qui met derrière République, hein. C'est tout autre chose. Ça se lie à la communauté nationale, la manière de faire nation. Et ils sont dans une vision où la République devient une arme pour diviser et pour dire vous êtes contre la République. Parce que vous défendez vos acquis sociaux, vous êtes contre la République. C'est terrible. Et du coup, tu penses que si des gens n'ont pas souhaité participer, enfin quand je parle de gens, en gros des membres de la gauche n'ont pas souhaité à participer à cette manifestation, c'était aussi pour se défendre de s'écarter de la République de la vision de la République imposée par le gouvernement? Non, je pense que si certains n'ont pas participé, c'est qu'ils avaient des intérêts à défendre. Et
Bah, qui n'est pas participé? Bah, par Il y a exemple, Roussel. c'est ça, quand tu disais enfin, dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, tu disais que c'est une marche qui réunissait une grosse partie de la gauche, en tout cas, pas le PCF s'y était pas. La direction du PCF a refusé d'y appeler, mais pour autant, il y a eu un certain nombre de fédérations, de villes, enfin voilà, de sections du PCF qui ont appelé à aller à cette manif malgré cette prise de position nationale. Donc voilà, c'est une position un peu en demi-teinte, quoi. Nationalement, la direction nationale du PCF a pas du tout appelé à cette manifestation. Ils ont même appelé, il me semble, à un autre point de rendez-vous ailleurs. Et pour autant, il y avait des militants qui tenaient à être dans cette manif. Et du coup, t'en faisais partie. Pourquoi pour toi c'était important, pour toi et pour ces militants, d'affirmer leur soutien à la marche pour la justice, en contraste avec la position de la direction du PCF? C'était important parce que on peut pas dire qu'on soutient le mouvement social et ne pas aller à cette marche. On peut pas dire qu'on défend les libertés publiques et ne pas aller à cette marche. Moi, je pense que c'était un coup politique de ne pas y aller. C'est une question de respectabilité républicaine, effectivement, Mm. comme le refus du PS d'y aller. C'est dire, nous, on respecte les institutions, on ne va pas dans une manif où on va dire tout le monde déteste la police. Oui, Moi, c'est ce que disait Fabien Roussel, ça, qui voulait pas aller à une manifestation où on disait ça. mais moi, je n'ai pas entendu tout le monde déteste la police avec les Mm. gens avec qui j'ai manifesté. Euh, il y en avait sûrement, mais on va souvent dans des manifestations où il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Enfin, quand Fabien va à la manif d'Alliance, il entend des choses qui ne lui plaisent pas, mais il y va parce qu'il pense que c'est nécessaire d'exprimer un soutien aux policiers. Là, c'était pour moi nécessaire d'exprimer un soutien à toutes celles et tous ceux qui sont victimes des violences de l'État injustifiées. Et de dire, il y a un problème de respect des libertés des publics dans ce pays, et il faut les porter haut, les valeurs des libertés publiques, parce qu'elles sont attaquées partout, et que c'est la première chose sur laquelle un gouvernement autoritaire rognera. Tout à fait. Et j'aimerais aller un peu plus loin sur cette discussion, y compris sur voilà, les débats qu'il y a eu à gauche tout autour, bon, après la fête de l'humanité et du coup à la veille de cette marche. Je pense que voilà, t'as forcément un peu suivi ce débat. Suite à la fête de l'humanité et du coup quelques jours avant la marche, la députée LFI Sofia Chikirou a publié sur X «L'histoire se répète et il y a du Doriot dans Roussel». Donc elle faisait référence à une intervention de Fabien Roussel vraiment tirée par les cheveux, où en gros il expliquait que le gouvernement n'a pas raison de dire qu'on ne peut pas comprendre les revendications des classes ouvrières, puisqu'elles parlent français, et donc voilà, c'est parfaitement compréhensible, et il n'y a pas besoin de les traduire, quoi. Et en gros, la citation qu'en a fait la députée LFI était de dire que bah voilà, les ouvriers ils parlent français, enfin voilà, ils sont intégrés, etc., etc. Donc après ce post sur X, la polémique a été lancée, les uns qui condamnaient Chikirou et les autres refusant de le faire, même en concédant que bah, effectivement Roussel n'est pas Doriot et qu'il n'y a pas de raison de faire cette comparaison. Les élus communistes ont notamment été invités à la condamner et à soutenir Fabien Roussel. Enfin, toi, typiquement, t'es un élu, t'es maire adjoint, t'es adjoint au maire de la mairie du 19e arrondissement de Paris. Donc forcément, voilà, t'as eu à prendre position ou non dans cette polémique, et j'aimerais savoir ce que t'en penses, parce que voilà, ça a quand même fait partie des débats et des discussions des communistes, notamment qui étaient présents à la manifestation d'hier, qui en ont forcément discuté et qui se posaient la question de voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser, quoi. Qu'est-ce que toi t'en penses? Bon, déjà, je pense que quand on atteint le point Godwin, Mm, c'est jamais une victoire de la pensée. tout à fait. Sofia Chikirou, elle est coutumière d'être un troll sur les réseaux sociaux. Elle s'en prend de manière absurde à Fabien Roussel. Il y a d'autres choses à reprocher à Fabien Roussel. Il y a un débat politique à mener avec lui sur tout un tas de positions. Mais dire qu'il y a quelque chose de Doriot,
c'est empêcher que le débat arrive, et c'est bête, ridicule et insultant pour pas grand chose, enfin, pour exprimer rien du tout. Moi, je crois que Sofia Chikirou, elle est dans une stratégie politique d'outrance, et notamment sur les réseaux, et que ils ont perdu la bataille en faisant ça. Pour autant, il y a tout un tas de choses à dire à Fabien Roussel sur son discours, mais le traité de militants d'extrême droite, déjà c'est compliqué. Alors le traité d'hitlériste et d'antisémite, parce que c'est ça, Dorio. Hein. Enfin, pour moi, c'est tellement bête et que ça en devient insignifiant. Donc d'abord, j'en pense ça. Je pense qu'en plus, le Parti communiste, il est très fortement attaché à la figure de son secrétaire national, et que ça insulte l'ensemble des camarades communistes. Et moi, je vois bien ceux avec qui j'ai des discussions, et se sentent profondément touchés par ça. Et donc, il faut qu'il y ait des excuses de la France insoumise. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui dise ça a dépassé les bornes. Mmh. Oui, parce Moi, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables politiques qui refusent de condamner Sofia Chikirou. Oui, mais il y a eu un appel, je crois que c'est Patrice Leclerc, à un cessez-le-feu dans la NUP. Il ne faut pas que cet épisode-là, de quelqu'un qui est vraiment insignifiant, Sofia Chikirou, amène à détruire la NUPES. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien dit dans le communiqué d'André Chassaigne que les discussions, elles doivent toujours avoir lieu à gauche. Et que, en fait, jeter cet anathème, c'est dire il n'y a pas de débat possible avec Fabien Roussel et les communes. Mmh. Et c'est ça qui est dérangeant. Tout à fait. Sur un autre sujet, j'avais envie de parler avec toi d'un débat que je trouve très intéressant, qui est celui du service national universel, pardon, qui justement jusqu'à aujourd'hui n'était pas obligatoire, mais qui est en passe de le devenir, et je voulais savoir ce que tu en pensais, en m'appuyant du coup sur un article de l'Humanité. Abonnez-vous. Donc voilà, je vais le parcourir un peu pour qu'on comprenne un peu l'enjeu. Donc le service national universel, il a été lancé en 2019 et il devrait se généraliser et devenir obligatoire pour les jeunes de 15 à 17 ans. Il y avait eu une affirmation de la part de Madame Thévenot, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, où elle disait qu'il n'y avait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ce serait, je pense, même contre-productif. Et pour autant, le 19 septembre dernier, donc il y a quelques jours, elle appelle désormais à faire de ce service national universel une obligation qui deviendrait une généralisation. Sachant que jusqu'à maintenant, seulement 40 000 jeunes se sont portés volontaires durant 2023 et qu'on a pu participer, pendant leur participation à ces camps-là, il y a eu plusieurs dérives, notamment harcèlement sexuel, propos racistes, cas d'évanouissement, pompes imposées en pleine nuit, etc. Voilà, je vous invite à lire l'article, il est disponible gratuitement sur le site de l'Humanité. Et du coup, je voulais te demander, Adrien, toi, qu'est-ce que tu en penses du service national universel? C'est quoi ton opinion là-dessus? Je pense que ça répond à un fantasme de retrouver une France des années 50, 60. Tu sais, la cérémonie d'ouverture. Je pensais exactement à ça. Je pensais exactement à ça, ouais. On est dans ce fantasme-là, du brassage des populations sous l'égide de l'État, de l'armée. Et je pense que c'est une aberration. Mais ça dit quelque chose de ce que porte le macronisme quand même. On doit rendre ça universel et obligatoire. C'est dire qu'on répond
à une forme d'individualisme par un moment collectif sous l'égide de l'État pour faire on ne sait pas trop quoi quand même, euh, par des valeurs de dépassement de soi, d'effort, de vie en collectivité complètement factice, avec un encadrement fait par des militaires. Alors moi je pense que la jeunesse elle est bien trop précieuse pour la confier à des militaires. Euh, non mais c'est un vrai fantasme des années 50-60. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour... Parce que c'est vrai que... bon, c'est pas un secret, moi je suis fermement opposée au service national universel, mais c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus atomisée, où les gens sont isolés, dans le travail et hors du travail. Enfin, voilà, c'est de plus en plus le cas. Même les réseaux sociaux qui sont censés créer du lien, ils sont compartimentés par les algorithmes, etc. Effectivement, c'est un argument fallacieux pour mettre les jeunes sous la responsabilité de militaires pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours. D'ailleurs, je sais pas combien de temps ça durerait. J'ai pas regardé. Alors, c'est 14 jours. 14 jours, ouais. Puis une mission d'intérêt général d'au moins 84 heures. Ok. Et un stage complémentaire ensuite. D'accord, ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qu'un service national universel, à ton avis, pour répondre à cet enjeu important pour la jeunesse qui est effectivement, pendant une période, de mélanger les jeunes en dehors de leur quartier, en dehors de leur école, en dehors de ce qui les environne et de ce avec quoi ils sont proches et leur faire découvrir que en gros des jeunes de quartiers populaires rencontrent des jeunes de l'autre bout de la France. Enfin voilà, comment on pourrait répondre à cette problématique? Bon, déjà, je pense qu'il y a toute une partie qui peut être prise en charge par l'école. Et si l'école était réellement une école de la République, la même pour toutes et tous, avec une carte scolaire qui ne serait pas une carte de ségrégation sociale, on s'en porterait un peu mieux. Mmh. Et il y aurait toute une partie qui serait prise en charge par ça. Je pense que si on sortait de la précarité toute une partie de la jeunesse, on serait aussi moins dans l'isolement et moins enfermé dans son quartier. Les grands problèmes de la jeunesse, ça peut être la mobilité, ça peut être le travail, et on n'y répond pas avec ça, c'est factice. Oui, c'est comme répondre à un jeune des quartiers nord de Nanterre, pardon, de Marseille, je confonds souvent les deux villes, de dire à un jeune des quartiers nord de Marseille, oui, il faut faire le SNU pour te désenclaver, d'accord, mais enfin, j'ai pas les transports en commun qui viennent jusqu'en bas de chez moi, quoi, et je dois mettre 40 minutes pour atteindre le premier métro. Donc c'est un petit peu, voilà. Dans ce cas-là, c'est pas 14 jours au vert à faire des pompes en treillis. Oui, c'est clair. Qui sert à ouvrir l'esprit. Non, mais c'est clair. Donc il y a toute une grande politique pour la jeunesse, avec la gratuité des transports, avec l'accès à la culture. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire qui sont différentes. Et puis, il y a redonner des moyens à l'ensemble de l'éducation populaire. Parce que ce qu'on ne dit pas quand même, c'est que sur le dernier mandat, Macron et son gouvernement ont complètement cassé les moyens des associations qui œuvraient à ouvrir les quartiers. Que ce soit les moyens de la politique de la ville ou les moyens courants des associations, les contrats aidés, tout ça, ça a été rasé complètement. On a un commentaire de Soupe au Poivre qui dit « Il y a des enjeux de recrutement de la part de l'armée pendant cette période de 14 jours, effectivement. Le système d'engagement de l'armée fonctionne surtout auprès des jeunes diplômés de licence qui ne trouvent pas de travail. Ça ferait trop d'officiers, donc il faut que l'armée engage des personnes moins diplômées pour entrer directement dans les cadets et donc les utiliser comme chair à canon. Cela intervient à un moment où il y a une augmentation du budget de l'armée et une volonté de militarisation. » Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi l'armée, c'est aussi une solution pour beaucoup de jeunes qui ne pourraient pas se permettre de quitter leur famille sans rentrer dans l'armée ou la police d'ailleurs. Et souvent, c'est une porte de sortie pour de nombreux jeunes
enfin une porte de sortie, une solution en tout cas qu'ils trouvent pour quitter leur famille, pour devenir plus indépendants, quoi. Et du coup, le fait d'aller récupérer, enfin d'aller embrigader des jeunes aussi, d'aussi jeunes personnes dès le lycée, bah, ça amplifie d'autant plus ce phénomène. Mais moi, je réfléchissais quand même à l'aspect du problème qui est que effectivement l'école et l'éducation nationale doivent être au cœur des dispositifs qu'on a imaginés pour permettre à des jeunes de se rencontrer, de rencontrer des gens auxquels ils ne sont pas habitués, des jeunes qui ne croiseraient pas chez eux, dans leur voisinage, etc. Mais bon, on constate quand même que l'école publique, aujourd'hui, est quand même un des lieux de la séparation des populations. J'ai un bug, mais... Non, par exemple, Henri IV et Louis le Grand, c'est des écoles publiques, mais ça favorise pas la mixité sociale. Mais pour autant, c'est des jeunes de... Donc il y a les jeunes de ces quartiers qui y vont, et des jeunes qui n'habitent absolument pas dans le quartier, mais qui réussissent à y aller. Et de la même manière, dans certains quartiers, notamment dans les banlieues populaires, il y a des écoles, en fait, il n'y a que des gens qui vivent les mêmes difficultés au quotidien, qui partagent, la même école, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'une part, pour qu'il y ait davantage de mixité dans l'école publique, sans parler de l'école privée, parce que c'est encore une autre problématique. Il y a ça, mais aussi comment on pourrait faire pour que des jeunes d'écoles différentes, de quartiers différentes, de villes différentes, de régions même différentes... Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à réfléchir parce que le SNU, ça répond aussi à ça, quoi. Genre, mélanger les gens au-delà de l'école et qui sont dans des écoles différentes, mélanger des jeunes qui n'auraient jamais pu... qui auraient pu plus difficilement se mélanger dans d'autres circonstances si on n'avait pas mis en place ce dispositif qui brasse des gens bien au-delà de leur école, de leur ville, etc. Je pense qu'il y a une vraie problématique là-dessus, quand même. Oui, après, le SNU, ça ne répond pas à cette problématique. Oui, c'est clair, mais du coup, voilà, au-delà du SNU, je pense qu'il faut du coup trouver, nous, dans le camp de la gauche, une réponse à cette préoccupation des parents qui ont envie que leurs enfants soient confrontés à plein de choses différentes, à des personnes au profil variés, avec des histoires différentes, des vécus différents, etc. Parce que la promesse du SNU, c'est la cohésion nationale, c'est d'avoir une jeunesse bien polie et bien peignée. Oui, non, mais c'est clair. Ouais. Non, moi, c'est pas du tout pour défendre le... Ouais, c'est clair. C'est clair, en gros, ça, c'est l'argument qu'ils utilisent pour dire que le SNU, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est, pour utiliser des mots crus, c'est de la merde. Mais du coup, il y a quand même une problématique à laquelle répondre, quoi. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver des manières de brasser davantage la jeunesse, que ce soit par des activités sportives, culturelles, des rencontres au niveau départemental, régional, des voyages. Enfin, voilà, il y a énormément à investir et à réfléchir pour créer ce mélange-là, quoi. Oui, mais tu sais, on le voit là avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, qu'on soit pour ou contre, ça aurait pu être l'occasion de faire se rencontrer des centaines de milliers de jeunes qui font du sport, qui sont dans des fédérations. Et ben, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas dans ce modèle où on veut émanciper, mais on est dans un modèle de rentabilité et en même temps où le bénévolat il est mis en avant, mais pour ton bulletin scolaire et comment ça va être valorisé dans ta carrière professionnelle. Donc c'est effectivement un autre récit qu'il faut réussir à porter. Tout à fait. Et je me posais aussi une autre question en rapport avec le SNU qui est pas du tout sur le même sujet, mais concrètement, si on réussit à prendre le pouvoir des mains de Macron, quand on réussira à le faire, parce qu'il va bien falloir le faire, quand je dis on, c'est le peuple, les travailleurs, on se doute que les patrons, que les financiers, que les banquiers, que l'armée, la police, etc., bref, les capitalistes et leurs soldats, on va se laisser faire. Or, aujourd'hui, comme on l'a vu avec les émeutes, la population, et notamment les jeunes, et encore davantage les jeunes femmes, sont très réfractaires à la violence.
quand la violence est mobilisée dans le mouvement social, elle n'est pas vraiment dirigée. Il n'y a pas une stratégie poétique derrière le fait de brûler une poubelle ou de piller un magasin. Or, le SNU, c'est précisément pour l'État et les capitalistes un moyen de familiariser des générations entières à la possibilité de l'usage rationalisé de la violence dans l'objectif de défendre leurs intérêts, les capitalistes. Enfin, les intérêts des capitalistes. Et à l'inverse, nous, les forces sociales, on est de plus en plus désarmés face à une répression de plus en plus violente. Et du coup, moi, j'y vois une difficulté vraiment très importante, notamment, voilà, si tu veux changer la société de manière radicale, quoi, comment on peut faire pour lever cette difficulté? Bon, c'est une grosse question, mais moi, c'est vraiment une question qui me travaille, quoi. Ouais, je comprends ce questionnement. Moi, j'ai un côté où je pense que le faire ensemble, le moment révolutionnaire, au sens où le moment où tu inventes des nouvelles institutions et où tu les construis, elle amène à ce dépassement et au fait qu'on fait les uns avec les autres pour construire quelque chose de nouveau. Que ce soit la Commune de Paris ou la guerre d'Espagne, je pense que ces moments-là, où il y a eu la création d'institutions et des réflexions collectives sur comment on fait, comment on se met ensemble, comment on répond aussi à une situation de difficulté avec un ennemi en face, et ben elles ont pu se passer aussi, pas sans violence, mais dans quelque chose qui est créateur et libérateur d'énergie. Tu vois, la maternelle créée en 1936 pendant la guerre d'Espagne, et ben, elle est l'exemple de la manière dont la jeunesse, mais toutes celles et tous ceux qui se mobilisent dans le mouvement social, ont une capacité créatrice. L'inflation du nombre de réunions, de décisions collectives sous la Commune de Paris est aussi l'exemple de ça. Ouais, c'est mais... un moment révolutionnaire, en fait. Mais du coup, au final, la Commune de Paris, elle s'est quand même fait... ça a été compliqué, quoi. C'est ça. Et puis même de manière un peu plus récente, parce que c'était quand même en 1871, donc c'était quand même... Bon, voilà, ça fait un petit moment, mais plus récemment, on a fêté le cinquantenaire cette année du coup d'État au Chili. Et typiquement, ça, tu vois, ça a été vraiment une révolution citoyenne. Enfin, en tout cas, voilà, il y a eu un changement de régime, en tout cas un changement de pouvoir par du coup la victoire des socialistes, des progressistes au Chili. Et au final, la répression a été tellement violente et vraiment sanglante, enfin ça a été terrible que ça a été en 3 ans, il y a eu un coup d'État, Pinochet a pris enfin là, il y a une dictature militaire à la suite, et puis voilà, le Chili est devenu le laboratoire néolibéral d'Amérique du Sud qu'on a connu dans les années qui ont suivi. Du coup, je pense que ça reste... Enfin, effectivement, il y a toute une question autour de comment tu fais en sorte que concrètement le peuple soit suffisamment puissant, une majorité politique suffisamment large pour imposer, enfin pour prendre le lead politique. Mais en face de ça, t'as quand même des gens qui sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts, leurs propriétés, etc. Et qui ont été capables dans l'histoire, en tout cas, de le faire dans le sang, quoi. Tu vois. Ah, mais qui vont jusqu'au sang, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une discussion intéressante et c'est une question à se poser, je pense, sur ce rapport à la violence qui forcément fait fuir. Enfin voilà, personne n'aime ça, la violence, personne n'a envie. On est tous pour la paix, pour le fait que tous les changements de la société puissent se faire de la manière la plus sans douleur, sans que, juste dans
dans la joie et dans la victoire, quoi, dans le fait d'avancer et juste de réussir petit à petit à faire progresser nos idées et changer les institutions, etc. Mais voilà, c'est en face, les capitalistes, ils s'en foutent, quoi. Il y a pas de problème à être violent et du coup, enfin voilà, c'est une réflexion à voir comment on fait en sorte de les empêcher de ruiner tout ce qu'on réussit à accomplir, quoi. Donc déjà, l'enjeu, c'est de réussir à accomplir des choses. Donc ça, c'est plutôt l'enjeu qui regarde la France aujourd'hui en 2023, enfin, qui regarde la gauche française en 2023. Mais bon, ça, on en reparlera un peu plus tard avec les élections sénatoriales où les résultats sont en train d'arriver petit à petit. Mais avant ça, j'avais envie de parler encore un autre sujet qui est celui des migrants. On en a un peu déjà parlé quand on discutait de la marche du 23 avec les libertés. Voilà, l'enjeu de l'accueil des migrants fait partie du débat du moment à gauche. Je voulais mettre en avant un article de Politis qui dit au début, en introduction, pour parler du coup des milliers de migrants qui sont arrivés à Lampedusa. Vite, il faut inonder les médias d'un seul et même message. L'accueil de quelques 10 000 migrants arrivés entre lundi 11 et mercredi 13 septembre à Lampedusa n'est pas une priorité, car la seule qui vaille pour l'Europe, c'est l'expulsion de ceux qui n'ont rien à y faire. Si ces propos ont été tenus le 18 septembre par le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin sur Europe 1 et CNews, ils auraient pu l'être par de nombreux autres dirigeants européens. Sur le continent, l'accueil digne n'est définitivement plus un réflexe. L'urgence, la vraie, c'est de trier et d'expulser vite, le plus vite possible. Voilà, c'est effectivement très compliqué, hein, après l'effort d'ailleurs salutaire qu'ont fait les pays d'Europe, d'Union européenne, pour accueillir les millions de réfugiés ukrainiens, et c'était vraiment important, nécessaire de le faire. Mais du coup, ce serait trop dur d'accueillir 250 migrants africains dans chaque État de l'Union européenne. Apparemment, voilà, c'est trop dur, trop compliqué. La civilisation judéo-chrétienne est très fragile. Tout à fait. Et il faut se serrer les coudes entre nous. Mais par Oui, contre, 2000 ans d'histoire c'est ça. ébranlée par 250 migrants. C'est ça. Tu penses, toi, que c'est trop... Enfin, c'est... Voilà, enfin, je te pose une question rhétorique, je sais très bien que tu vas me dire non, mais t'en penses quoi, toi, de tout ce débat-là, autour du fait que c'est trop compliqué, que voilà, il faut qu'ils retournent chez eux, que de toute façon, ils avaient qu'à pas traverser la Méditerranée pour se retrouver dans cette situation? Je pense que, d'une part, Lampedusa, elle marque l'impossibilité pour un gouvernement d'extrême droite de répondre frontalement à la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on gère l'arrivée de population. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite est au pouvoir en Italie et elle est absolument impuissante contre les migrations. Mais l'Europe est impuissante face aux migrations. C'est un phénomène anthropologique qui va continuer de s'accélérer parce qu'on a bousillé la planète et qu'on a bousillé pour partie les États qui sont quittés par des populations de manière tout à fait légitime. Donc l'Europe ferait mieux de se poser la question comment on répond, comment on accueille et qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que ça ne va pas s'arrêter. Et il est impossible d'arrêter la machine. Sauf à dire, transformons la Méditerranée avec au milieu une barrière électrifiée et tout ira mieux. Oui, puis une barrière électrifiée dans l'océan, c'est Non, mais compliqué. Oui. l'Europe forteresse, Ouais. d'une part, elle n'a jamais existé, et deuxièmement, elle est impossible à réaliser. Donc je pense que fondamentalement, c'est un moteur pour une certaine droite qui est en passe de gagner quand même l'enjeu idéologique et la bataille idéologique sur ces sujets, et que nous, que la gauche, elle doit répondre très fermement. Les migrations sont une donnée. Comment on traite le problème? Si on veut dire problème, mais comment on traite cette question?
Oui, et puis ça va être, comme tu le disais, une question de plus en plus, heu, critique au fur et à mesure que des gens vont juste être obligés de quitter, leur pays sous peine de mourir, parce que, il fait trop chaud, parce que l'humidité, dans l'air est trop importante, on peut même plus transpirer et on suffoque, parce qu'il est plus possible de faire pousser de la nourriture et qu'on est trop pauvre pour, pour procéder autrement que de faire pousser les choses. Voilà, donc ça va être des millions et des millions de personnes qui vont être obligées, de migrer, et donc il y a 2 choses: c'est comment tu fais en sorte qu'on n'empire pas la situation pour ces personnes-là, pour ces pays-là qui sont les premiers touchés par la crise climatique, et comment on fait possible pour que ceux qui, se trouvent déjà dans les endroits où on a déjà passé trop de cap pour qu'ils puissent continuer à vivre comme avant, là où ils vivent, comment on fait en sorte pour leur, vu que c'est nous qui sommes responsables de la destruction de leur environnement, comment on fait en sorte de les accueillir dignement, en Europe? En Europe ou ailleurs, enfin voilà, en tout cas là où ils peuvent vivre, là où ils peuvent imaginer un nouveau futur, pour eux, pour leurs enfants, et cetera. Mais ça, c'est compliqué à faire quand tu as toute une partie de ta population, tu maintiens dans une grande précarité pour garantir les taux de rentabilité du capital. Mmh mh. Et en fait, il faut traiter les deux sujets en même temps. C'est difficile pour le français de s'imaginer accueillir parce que les capitalistes, en plus de créer, de détruire la planète et de s'accaparer des richesses à l'autre bout du monde, maintiennent dans la pauvreté et une forme de précarité les populations ici. Et il faut arrêter de les opposer. Ils ont, ils ont le même ennemi. Mmh mh. Ça, il faut avoir un discours très clair. Et il faut dire que l'accueil, elle est une nécessité en plus. Mmh. On ne laisse pas quelqu'un mourir à l'autre bout de la terre comme on ne le laisse pas mourir à côté de chez soi. Et d'ailleurs, en parlant de populations, qui s'opposent, il y a une opposition en ce moment parmi les catholiques. Parce que, je pense que tu l'as vu comme moi, le pape, François, du coup, s'est exprimé, à Marseille cette semaine. Il a salué, le travail de SOS Méditerranée notamment, de tous les bénévoles qui s'impliquent, qui s'impliquent, voilà, pour sauver et accueillir dignement les migrants, et cetera. Et en fait, on se retrouve finalement avec un pape qui est plus progressiste qu'un gouvernement, de république laïque. Et c'est rigolo parce que c'est comme si la question de fond, c'était pas la religion, mais les luttes sociales, les crises du capitalisme et la manière d'y répondre, et comment les uns et les autres, peu importe leur religion, peu importe leur responsabilité, y compris au sein des religions, comment les uns et les autres se positionnent, dans ces luttes sociales, dans les crises du capitalisme, et dans la manière d'y répondre. Alors ouais, j'ai vu ça, j'ai vu avant qu'on commence la réaction du Rassemblement national qui fustige un pape argentin qui ne connaît rien à la situation européenne et des migrations en Europe. Il y a même des gens qui ont invité le pape à relire la Bible. C'est très drôle. Alors, le pape, il fait son boulot. C'est ça. Il est dans un jeu aussi géopolitique Oui, oui. parce que la chrétienté, elle recule en Europe et elle avance dans d'autres territoires, en Amérique du Sud, en Afrique. Et donc, il a un discours qui est finalement moins européocentré. Et ça, c'est intéressant parce que ça rééquilibre un peu dans nos pays la manière dont on peut considérer la question migratoire. Mm-mm. Ensuite, heureusement qu'il ne s'est pas exprimé sur d'autres sujets parce que je pense qu'on l'aurait trouvé beaucoup moins progressiste. Mais sur ce sujet, c'était intéressant de le voir. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le dossier de l'UMA sur les cathos de gauche. Parce que il exprime bien le fait qu'aujourd'hui, eh bien, la communauté catholique, elle est quand même coupée en deux, avec la France d'Éric Zemmour, puis une autre partie tout à fait progressiste dans les luttes sociales, comme tu l'as bien dit, dans la lutte pour les migrants, dans la lutte contre la
grande pauvreté. Et c'est important de se dire aussi qu'il y a un message progressiste dans la religion et que c'est pas juste ce qu'on en connaît, de la manif pour tous et compagnie. Oui, c'est ça, en fait, mais enfin, ce qui se compte toujours au final, encore une fois, c'est pas la religion des uns et des autres, mais la manière dont ils se positionnent dans les rapports sociaux et la manière dont, après, leur religion le justifie ou non, mais de toute façon, c'est pas ça qui importe, c'est les actes que les gens posent et la manière dont ils se positionnent dans la société et dans les rapports de force, quoi. Il y a Gingham, je pense, 737, qui nous dit... Oula. Eh ben non, il nous dit rien du tout. Super. Passons, je voulais te parler d'encore autre chose, donc toujours en rapport avec l'immigration, mais par rapport à la loi immigration qui a été proposée par une trentaine de parlementaires allant du MONEM à EELV en passant par le PCF, qui demande des mesures urgentes, humanistes et concrètes pour la régularisation des travailleurs sans papier. Donc il y a une grosse polémique autour de cette tribune. Et j'aimerais que, enfin, je pense que tu en as entendu parler, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses, pourquoi tu penses que cette tribune elle a fait polémique, et voilà. Elle a fait polémique parce que elle est signée par une partie de la gauche avec l'aile gauche de la Macronie. Elle vient en appui de la future loi Asile-Immigration. Et sur le fond, elle ne parle uniquement que des travailleurs. Alors, elle dit rien d'aberrant. Enfin, c'est pas une tribune indigne, mais, mais on peut lui faire deux reproches. D'abord, elle sera la contrepartie à une loi absolument dégueulasse sur le contrôle des migrants. Et donc elle est problématique parce qu'elle alimente un jeu politique, celui du gouvernement, où on fait la bascule entre la gauche et la droite. Et finalement, on peut prendre sur les questions d'immigration un peu de ce que dit la droite et puis un peu de ce que dit la gauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est tout entière tournée vers la question du travail. Et donc, elle ne conçoit la migration que comme l'apport à notre pays de nouvelles forces productives. Et ça, je pense que c'est problématique. Parce que l'immigration, elle ne doit pas être choisie. Elle doit pas être choisie. Elle ne doit pas être une armée de réserve. Elle ne doit pas être mise en place pour des questions économiques. Mais elle est un devoir d'accueil et d'intégration. Et on ne dit pas, ah ben dans tel métier, les patrons pensent qu'il faut plus de travailleurs, donc on va régulariser les gens qui font tel métier. Et dans tel autre, ben, c'est pas la peine parce que les patrons, ils en ont pas besoin. Et je pense que c'est le plus gros problème de cette tribune. Et le texte de loi, il va être à analyser très finement dans la place qui sera réservée au travail et à la volonté patronale d'avoir tel ou tel métier régularisé. Je trouve que c'est lunaire de choisir les gens en fonction de leur métier, quoi. Tout à fait. Eh bien, je te remercie de nous avoir éclairé sur cette polémique. Et j'aimerais t'inviter à discuter, du coup, sur la petite demi-heure qui nous reste, des sénatoriales, parce qu'on est en pleine journée d'élection. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, parce que c'est pas vraiment une élection qui est très médiatisée, et où les gens sont vraiment au courant que c'est en train de se passer quand c'est le cas. Mais voilà, donc aujourd'hui c'était les sénatoriales, donc c'est un assez gros enjeu. On l'avait vu pendant la, la mobilisation contre la réforme des retraites. Le Sénat a été partie prenante de la politique antidémocratique du gouvernement pour passer en force une loi que la majorité de la population ne souhaitait pas. Ça fait depuis longtemps, y compris que
que le Sénat est dénoncé comme, en gros, la chambre du Parlement qui est la moins démocratique, même si on peut quand même, voilà, il y a des personnes qui expliquent que, enfin, le contre-argument, c'est de dire qu'il y a une représentation des territoires quand même, voilà, au sein du Parlement. Mais voilà, du coup, il y avait quand même un gros enjeu démocratique, d'une part, dans la journée d'élection d'aujourd'hui, notamment pour la gauche. Il y avait un pari, du coup, d'avoir 100 sénateurs de gauche suite à cette élection. Et bien sûr, à gauche, il y avait un autre enjeu, c'était tout celui de la question de l'union ou non. Bon, ça a été répondu assez il y a un petit moment, mais voilà, il y a d'autres élections qui viennent juste après. Il y a l'élection européenne, puis il y aura d'autres élections qui auront un fort enjeu. Et cette élection, c'est aussi un moment où les partis comparent leurs forces, voient comment ils se situent les uns par rapport aux autres, et en fonction de ça, réajustent leur stratégie pour les élections suivantes. Toi, Adrien, tu as suivi un peu ces débats. Qu'est-ce que tu penses du débat à gauche dans la préparation des sénatoriales et du coup dans cette journée d'élection? Alors déjà, les sénatoriales ont quand même été une occasion ratée de rassembler la gauche, toute la gauche, sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, les discussions ont souvent tourné à des discussions de boutique entre grands élus. Et je pense que c'est pour ça que c'est une occasion ratée. Notamment avec l'exclusion de la France insoumise des discussions. Et de l'autre côté, avec des listes montées par la France insoumise dans tout un tas de départements, sans aucune possibilité de gagner un siège. Parce que c'est une élection simple, on connaît le nombre de grands électeurs dans un département, on sait combien il faut en avoir, on sait combien chaque force politique en a dans son giron, et après, ça se joue à la marge. Donc, on peut regretter à la fois qu'il n'y ait pas eu la France insoumise intégrée dans les débats et qui voulait un sénateur ou une sénatrice. Et de l'autre côté, on peut trouver absolument pas normal qu'on aille concurrencer la gauche dans des endroits où il n'y a aucune possibilité de victoire insoumise. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une élection qui est très loin des Français, mais pour autant, elle est très importante, quoi. Elle est un contre-pouvoir, elle est une voix qui souvent est plus exigeante que la voix de l'Assemblée nationale. On a dans la période vu le travail d'Eliane Assassi, par exemple, sur les cabinets de conseil, et c'est généralement au Sénat que les partis politiques réussissent à faire avancer des sujets transpartisans. Et enfin, la troisième chose, c'est que c'est la Chambre qui échappe à la recomposition politique d'après 2017. C'est-à-dire que c'est une chambre où le Rassemblement national est pour l'instant très peu présent. C'est une chambre où la France insoumise est très peu présente. Et c'est une chambre qui n'est pas à la main d'Emmanuel Macron totalement. Même s'il passe des accords avec la droite sénatoriale, En Marche, en tant que parti politique, enfin Renaissance en tant que parti politique, ne réussit pas à imposer sa marque, à avoir 100 sénateurs, 150 pour faire la pluie et le beau temps dans cette chambre. Donc c'est en ça que c'est un scrutin intéressant. Est-ce que la gauche va progresser? Est-ce que En Marche va progresser ou pas? Et est-ce que le Rassemblement national réussit à s'inscrire dans des territoires en touchant les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux, les maires, notamment dans certaines zones rurales, ils ont fait ou dans des départements où ils ont fait des gros scores, où ils ont beaucoup de députés, par exemple.
Donc c'est un truc qu'on va voir là ce soir. Et, puis, c'est pour ça qu'il faut regarder attentivement ces résultats. Bah, justement, du coup, il y avait un article que je voulais te montrer. Donc ça, c'est un des premiers articles qui sont sortis dans la soirée, au cours de la soirée. Parce que du coup, en général, on a toujours les résultats des départements d'outre-mer avant d'avoir les résultats des départements métropolitains. Et du coup, on apprend que la secrétaire d'État Sonia Backes s'est battue en Nouvelle-Calédonie par un indépendantiste, pardon. Donc elle a été battue au second tour par l'indépendantiste Robert Xowie, je sais pas si je prononce bien. Le Front de Libération Kanak, dont il est issu, fait donc son entrée au Sénat. Et donc il me semble que c'est la première fois qu'on a un indépendantiste au Sénat. Voilà, je sais pas si tu avais entendu parler de cette nouvelle. Oui, je l'ai lu. Donc l'entrée du FLNKS, c'est une très bonne nouvelle pour le Sénat, je pense. Et en plus, c'est pris quand même dans le contexte de la des négociations autour de l'indépendance de la Kanaki. Et, je crois qu'il y a eu il y a une dizaine de jours une grande réunion entre indépendantistes et soutien de la métropole à Paris sous le commandement d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est ça. Ça veut dire aussi quelque chose de la manière dont le gouvernement arrive à tenir le débat en Nouvelle-Calédonie. Et bon, c'est toujours une satisfaction de voir une ministre battue, mais là, par des indépendantistes qui portent des valeurs de gauche, c'est réjouissant. Moi, ça m'a réjoui ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra suivre de près les résultats à Mayotte notamment, ou dans d'autres départements où bah, les mobilisations sociales sont très fortes, où bah, notamment, je pensais aux mobilisations des... Il me semble que c'était les habitants de Mayotte qui juste ne pouvaient pas boire, quoi, parce que leur eau était sale, n'était pas potable. Et du coup, voilà, plusieurs jours par semaine, ils se retrouvaient sans eau potable. Et donc, c'est des grosses mobilisations, y compris bah, contre le pouvoir d'État qui intervient de manière très militaire en envoyant des gendarmes, etc., dans les départements d'outre-mer, mais qui, enfin, voilà, de manière... certains expriment ça sous le terme de colonialiste, quoi. Et qui peut effectivement, notamment au moment de cette élection, vu que c'est le moment pour... bon, ça c'est en général c'est aussi c'est pas une élection directe, donc c'est pas les personnes qui vont s'exprimer directement, mais ça peut aussi être un moyen pour les élus sur place. Donc du coup, je sais pas quel est le rapport de force là-bas, mais ça peut être un moyen de protester et d'exiger voilà que le pouvoir d'État ne se comporte plus comme un conquistador avec son armée et sa gendarmerie déployée, mais répondre réellement aux besoins et aux demandes de la population, quoi. Alors, au risque de te décevoir, à Mayotte ont été élus deux sénateurs, l'un Renaissance, Ah, l'un Divers Centre, ah putain, ok. donc proche de la majorité. Ouais, je suis déçue. Bah, surtout, je pense que je suis pas la seule déçue, parce que ben, voilà, encore une fois, les sénateurs sont pas élus directement par la population, donc bon, après, je sais pas si la population de Mayotte s'intéressait beaucoup à l'élection sénatoriale, mais voilà, c'est un vrai problème, quoi, parce que c'est des gens qui vont représenter leur territoire dans les institutions de la République, quoi, donc... euh, Oui, mais on a vu le discours tenu par un élu de Mayotte à propos des migrants, tu sais, où il avait appelé pas au meurtre, mais presque. mhm. Ça veut dire qu'il avait appelé au meurtre de manière polie. Euh, et donc, je pense qu'il y a un vrai problème de représentation à Mayotte, qui vit une situation intenable avec effectivement ces manques d'eau dans les lycées, dans l'ensemble des services publics. C'est une catastrophe. Ouais, tout à fait. Je vais nous mettre sur le live de l'humanité
qui suit du coup l'élection sénatoriale. Et du coup, je vais nous laisser un peu suivre le direct. Du coup, on a déjà un certain nombre de résultats. Euh, donc, dans la Meuse, c'est la droite qui domine. Un élu de gauche en Lot-et-Garonne, qui est un élu. Ils disent Michel, c'est Socialiste. socialiste, ok, c'est PS. La Haute-Marne, c'est la droite. Est-ce qu'on a eu pour l'instant des élus LFI, PCF ou pas? Alors, je crois qu'il y a une nouvelle sénatrice CRCE à La Réunion. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle Ouais, de super. retrouver une voix de La Réunion de gauche pour l'indépendantisme euh, au Sénat. Et il me semble que c'est le parti pour La Réunion, Huguette Bello, je crois. Hmm. Ouais, et sinon, tous les résultats que j'avais eus auparavant dans les Landes, Hautes-Pyrénées, Lozère, Haute-Loire, c'était soit des élus de droite, soit c'était des élus du PS. Bah, Donc, le PS résiste bien dans ce ouais, scrutin. ouais. Et c'est aussi une leçon politique à en tirer. C'est que l'effondrement qu'on a pu voir à l'élection présidentielle, par exemple, Hmm. dans ce genre d'élection, eh bien, il n'a pas lieu. Oui, parce que c'est une élection qui est ancrée, enfin qui est conditionnée par les élus et donc l'ancrage local des différents partis. Et donc ça complexifie l'opération, notamment pour la France insoumise. Oui, et dans le même temps, ils ont raté les dernières élections municipales où en refusant notamment le rassemblement dans tout un tas d'endroits, ils se sont coupés de participation à des majorités, d'avoir un certain nombre d'électeurs, de grands électeurs pour ces élections. Mm -mm. Voilà, bah en fait, en vrai, je sais pas si tu as d'autres insights sur l'élection. Parce que, bon, pour l'instant, on n'a pas du tout encore eu tous les résultats. Je sais pas si tu as eu d'autres nouvelles intéressantes, d'autres résultats à partager avec les viewers. Non, il est encore un peu tôt en fait, C'est bien ce que je pense. et notre exercice est un peu compliqué. Tout à fait. Là, ça fait un peu meuble Ikea monté à l'arrache. Mais c'est pas grave. Mais de toute façon, on va continuer à regarder ça chacun de notre côté, même si effectivement le live de Minerva est un peu trop tôt pour se consacrer à l'exercice d'une soirée électorale. Mais avant de se quitter, parce que l'émission arrive déjà à sa fin, moi je suis plutôt partisane, en tout cas moi, quand j'hoste un stream, d'avoir voilà, un stream d'à peu près cette longueur, donc je suis contente qu'il arrive à sa fin. Enfin, je suis très contente de parler avec toi mais je suis contente qu'on ait pu tenir aussi longtemps une discussion aussi intéressante. Et je voulais te poser la question voilà, est-ce que tu aurais comme à chaque fois, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur ton dernier article que tu as publié sur Shein, qui a été publié sur le média No Révolution. Donc c'est le dernier article qui a été publié sur nos révolutions. C'est sur Chine et sur la fast fashion. Je vais le mettre à l'écran pour que tout le monde puisse le voir. C'est le dernier article sorti en date. Et voilà, je voulais que tu nous dises un peu pourquoi tu l'as écrit, pourquoi ce sujet te semblait important, voilà, quel est un peu l'angle que tu as choisi de prendre pour en parler et donner un peu envie à nos viewers d'aller lire ton article, et puis tous les autres d'ailleurs qui sont aussi très intéressants. Bah, en fait, c'est parti d'une brève. J'avais lu qu'il y avait ce premier défilé de mode de Chine à Paris. Et ça m'a intéressé parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait et quelles étaient les implications du développement de la fast fashion. Moi, j'habite dans un quartier très moyen où il y a des classes populaires, il y a des classes moyennes, un quartier très classique.
où l'ensemble des magasins de milieu de gamme ont fermé ces 3 dernières années. Donc voilà, je me suis intéressé à ces questions-là. Moi, je ne suis pas consommateur de ce genre de site. Je déteste acheter des habits sur Internet. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Et donc, j'ai creusé et pour voir qu'est-ce que ça impliquait en termes sociaux, en termes environnementaux, et pourquoi il y a un engouement en fait, et à quoi ça répond. Et en tirant le fil, on découvre qu'il y a toute une modification de la manière dont on achète aujourd'hui des vêtements, qui est très connectée avec les problèmes environnementaux, la manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut continuer à creuser parce qu'il est révélateur en fait de la manière dont la consommation et ben, elle se modifie et nos comportements de consommateurs ont des très grandes implications sur la planète, mais pas que, sur les conditions de travail et sur l'organisation économique même. Eh ben, j'invite très chaleureusement tous les membres du stream d'aller regarder cet article, de le lire plus en détail. Et si vous voulez pas louper un seul des articles qui sont publiés sur notre site, Nos Révolutions, vous pouvez vous abonner à notre newsletter qui s'appelle Médusa et qui est une newsletter pas comme les autres, c'est-à-dire qu'on partage pas uniquement les derniers articles sortis par Nos Révolutions, mais on partage aussi, enfin c'est une veille d'actualité complète qui fait un peu le tri de toute l'actualité des médias généraux, internationaux, les think tanks, mais également toutes les dernières publications du gouvernement, du Parlement, donc voilà, et même d'associations et de diverses institutions. Donc voilà, on fait ça avec 2 copines et c'est vraiment un chouette outil. En général, les personnes qui sont abonnées nous félicitent pour ce travail et on en est super fiers. Donc n'hésitez pas à vous abonner, franchement, ça vous sera très certainement utile et puis même dans votre travail, voilà. Donc je vous invite chaleureusement à vous abonner. Et du coup, Adrien, je voulais te demander pour finir la traditionnelle question de Minerva, si tu avais une recommandation culture, film, livre, peu importe, ce serait quoi? Et ben justement, je dois aller au cinéma en sortant et j'hésite entre 2 films. J'hésite entre Yannick de Quentin Dupieux. Mmh. On m'a dit que ça racontait quelque chose de très intéressant sur quelqu'un qui prend un jour de congé pour aller au théâtre et qui arrête la pièce. Voilà, je pense que c'est un truc que j'ai envie de voir. En plus, c'est pas très long. Et je crois qu'il faut aussi courir voir, et qui est l'autre chose que j'ai envie d'aller voir ce soir, Anatomie d'une chute, Palme d'Or, et qui malheureusement ne représentera pas la France aux Oscars. Et c'est toujours en salle. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir. Ah bah, tu vois, j'ai toujours pas pu aller le voir, mais tu me mets un reminder. Et effectivement, il faut absolument que je me dépêche d'aller le voir avant qu'il soit plus en salle. Donc merci pour ce rappel. Et c'est rigolo parce que du coup, t'as parlé de deux films, et moi, j'hésitais entre 2 livres. Du coup, je vais me permettre de faire la même chose. Bon, il y en a un plus sérieux et l'autre un petit peu moins. Donc le premier, je suis en train de lire La Révolution aux portes de Slavoj Žižek, qui en gros est un recueil des écrits de Lénine en 1917, de février à octobre 17. Je sais pas s'il s'arrête à octobre, mais en tout cas moi j'en suis à septembre. Et c'est super intéressant parce qu'en fait tu vois tout au fil de ces lettres qu'il envoie d'abord à la Pravda et puis ensuite de ses discours et de ses rapports qu'il fait aux révolutionnaires, aux bolcheviks. Voilà, il retrace en fait toute l'histoire des 2 révolutions de février et d'octobre, en passant d'abord de la révolution
bourgeoise, où en fait il y avait une lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat russe pour le monopole du pouvoir en Russie. Bah, du coup, c'était plutôt la bourgeoisie qui était au pouvoir après la révolution de février, et de fil en aiguille, en fait, tu comprends comment ça a basculé et comment le prolétariat a pu prendre le pouvoir en octobre. Et ben bref, c'est vraiment une lecture passionnante. Moi, je m'intéresse davantage. Bon, en fait, le livre il est divisé en deux parties. Il y a d'abord les écrits de Lénine et ensuite un texte de Slavoj Žižek qui revient sur ses lettres pour les mettre en perspective. Moi, je m'intéresse surtout aux lettres, aux écrits de Lénine, parce que c'est vraiment un récit. T'as l'impression de suivre, de vivre l'histoire au moment où elle se déroule. Donc c'est vraiment passionnant, et aussi d'un point de vue voilà, ces réflexions stratégiques au regard des différents événements qui se passent, c'est vraiment passionnant. Et du coup, l'autre recommandation que j'ai, qui est un petit peu moins qui est un peu moins livre théorique marxiste, c'est un manga qui s'appelle Kingdom, et que je conseille vivement, qui est... Donc, dans un sens, ça pourrait rejoindre un petit peu l'écrit précédent, mais bon, pas tant que ça non plus. Donc c'est un manga qui est assez long, ça fait longtemps qu'il a commencé, donc il y a quand même, je pense, plus une soixantaine de tomes. Enfin voilà, c'est un gros manga qui retrace l'histoire de l'unification de la Chine, depuis les royaumes combattants jusqu'à la Chine unifiée. Et en fait, on suit les aventures d'un jeune homme qui rêve de devenir un grand général de l'armée, et le roi d'un des royaumes combattants. Et c'est vraiment super cool pour ceux qui aiment bien un peu tous les bouquins, les récits de grandes batailles militaires, machin. Moi, en plus, c'est vraiment pas mon genre à la base. Je trouve que c'est un petit peu... ça me saoule un peu, ce genre d'histoire, normalement. Mais là, c'est vraiment cool. T'as vraiment des maps des armées qui avancent les unes contre les autres. Tu vois, voilà, par quelle aile il y a des nouvelles offensives qui font que, en fait, à la base, il y avait un avantage, mais finalement, ils ont retourné le truc. Enfin, c'est très, très stratégique. Et puis, c'est super intéressant. Chaque bataille a un peu ces retournements de situation. Donc bien évidemment, c'est un récit historique qui est largement romancé, mais c'est super intéressant. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce manga, et là je viens de rattraper les derniers chapitres que je n'avais pas encore lus, et je me suis dit que je ferais bien de vous le conseiller. Voilà, du coup c'est tout pour ces petites recommandations culturelles, mais aussi pour ce talk. Bah, merci beaucoup Adrien Merci d'avoir à toi. participé. Je te remercie de me remercier. Et merci aussi au chat. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, ce sera non pas un talk, mais une émission, dont le sujet principal sera l'immigration, mais pas que, il y aura des chroniques, des invités, donc voilà, je vous invite à être nombreux et nombreuses pour la prochaine émission. Et puis voilà, salut à toi Adrien, salut au Bonne chat. soirée. Salut à toi, salut à tous. Salut!